Hey, salut la Luxfer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, tuto moustache peut-être un jour, ça c'est vrai que je l'ai promis en début de chaîne, mais on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler du petit booster qui est sorti cette semaine, les grands créateurs. Bon, vous voyez celui-là, il est déjà ouvert, parce que tout simplement, pour aller plus vite, j'ai directement ouvert les boosters, les 10 boosters que j'ai achetés, pour voir directement ce qu'il y a dedans et les archétypes, ce qui ira beaucoup plus vite que juste de découvrir. À la fin, bah, vous savez, voilà, il y a 10 boosters, donc vous savez le ratio que j'aurais eu sur 10 boosters, pour ceux qui veulent voilà, juste l'ouverture. Et bah sinon, comme ça va aller plus vite. Donc, bah, on va pouvoir débuter directement aujourd'hui. Et on se retrouve à la fin de la vidéo éventuellement pour discuter un peu plus. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer cette petite vidéo, je vous mets 3 cartes que je n'ai pas ajoutées spécifiquement à un des archétypes que je vais présenter juste derrière. Voilà, bon, et ça peut peut-être vous faire plaisir de récupérer des assauts solennels et des hommages torrentiels. Moi, c'est pas forcément des cartes que je joue toujours, mais ça reste quand même deux bonnes pièges pour certains joueurs. Donc, c'est plutôt cool, surtout pour l'assaut solennel, de le retrouver dans des raretés inférieures. Hein, parce que bah, on se souvient de son prix à la sortie. Alors, pour commencer, on va aller voir un petit archétype qui va jouer apparemment autour de jetons aventuriers. Donc c'est tout un archétype où on va avoir alors une première magie de terrain qui va jouer avec une magie d'équipement. Donc qui va avoir des effets qui vont être liés à la magie d'équipement si elle est équipée à un de nos monstres, et éventuellement au jeton aventurier. Donc là, celle-ci, elle va nous donner plus d'attaque pour les monstres que l'on contrôle, hein, de noms différents, et nous permet en plus de les renvoyer au cimetière. Si on a un jeton aventurier, on la rééquipe, ce qui est pas mal. Le terrain nous permet de dire que si on contrôle un monstre équipé avec cette arme, notre adversaire ne peut pas activer d'effet durant la battle phase, donc ça c'est pratique aussi. Et si on détruit un monstre de l'adversaire, on peut infliger des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Voilà. C'est un monstre jeton aventurier, détruisait un monstre adverse, donc ça c'est plutôt cool. Et la dernière chose, c'est que si on avait fait l'effet précédent, donc du coup, d'infliger des dommages grâce à un jeton aventurier qui aurait détruit un monstre adverse, on va pouvoir ajouter une magie de terrain qui mentionne jeton aventurier. Donc on ajoute une magie de terrain, on peut ajouter une autre magie de terrain dans l'archétype apparemment, qui est la forêt des fleurs perdues, qui elle joue, donc la forêt, j'en ai eu deux, et qui, elle, joue avec le papillon étoilé. Donc une autre magie d'équipement qui, elle, va réduire l'attaque des monstres adverses. Hein, donc bah, c'est amusant. Il y a eu, d'un côté, on a une forme d'union fait la force, de l'autre côté, on a la carte d'équipement qui va réduire l'attaque des monstres adverses. C'est plutôt pas mal, et pareil, qui se rééquipe si elle est envoyée au cimetière et qu'on a un jeton aventurier. Et celle-ci va nous dire que comment dire, les monstres contrôlés équipés avec papillon étoilé ne sont pas affectés par les effets activés de nos adversaires. Donc ça, c'est plutôt bien pour protéger notre monstre éventuellement. Et une fois par tour, lorsqu'un monstre jeton aventurier détruit un monstre au combat, vous pouvez piocher une carte. Donc là, si on a besoin de refaire du CA, on préfère peut-être cette magie de terrain là. Et si l'effet précédent a été activé, on peut en plus encore ajouter une magie de terrain qui mentionne le jeton aventurier. Donc on peut comme ça changer un petit peu entre les deux, ce qui pourrait rappeler un petit peu peut-être pour certains le miroir des rêves, un petit peu dans le principe. Hein, effectivement, c'est un peu dans le même principe. Moi je vous le présenterai un peu comme ça. Derrière, on a encore une magie de terrain, une magie d'équipement. Alors je ne sais pas s'il y a une magie de terrain qui va encore derrière. J'ai pas tout ouvert hein, malheureusement, hein, 10 boosters. Donc elle est équipable encore un monstre que l'on contrôle. Elle nous dit que tant que cette carte est équipée à un monstre à effet exclu, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et renvoyer-la à la main. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier et on la rééquipe. Donc ça, c'est quand même le Dracobac, une carte très intéressante pour les decks qui joueraient des monstres sans effet. Donc des decks Métalphose, des decks Calice du Monde, des decks voilà, qui peuvent avoir des monstres normaux sur leur terrain, parce que bah, au final c'est une magie d'équipement qui peut faire une forme de Kirin une fois par tour, donc c'est quand même plutôt pratique. Voilà. Après, hop,
la petite ultra que j'ai ouvert parmi mes 10 boosters, ce qui est bien, hein, parce que bah, c'est elle qui nous permet d'invoquer ce fameux jeton aventurier. Voilà, si la carte nous dit que si on n'en contrôle pas, on en invoque un, et le jeton aventurier, c'est un elfe terre niveau 4, 2000. Voilà, donc il est quand même un petit peu costaud ce jeton, hein. Et puis après, si on ne contrôle pas Aventure Fatidique, on peut placer Aventure Fatidique depuis notre deck face recto dans notre zone magie piège. Donc je ne connais pas Aventure Fatidique parce que je ne l'ai pas ouvert dans ce paquet, mais je suppose que c'est une carte qui va être assez intéressante parce que si on veut l'avoir directement face recto, ça doit être sympa. Après, par contre, elle a un petit malus, c'est qu'on peut pas activer les effets de nos monstres sur le terrain ce tour-ci. Quand on active cette carte-là, hormis les monstres invoqués spécialement. Voilà, donc ça peut nous limiter sur les effets des monstres qu'on voudrait invoquer normalement. Mais ça reste plutôt bien parce que le seul monstre que j'ai découvert pour l'instant dans l'archétype, c'est le guerrier Magie Néré des reliques. Un guerrier 2300 1000 feux niveau 4. Donc il a quand même des statistiques un petit peu costaud. Par contre, il peut pas attaquer si on n'a pas de jeton aventurier. Bon. Et du coup, il va nous falloir son copain jeton. Mais bon, il faut bien une limitation, hein, parce qu'un niveau 4 à 2300, c'est normal, quoi. Hein, je veux dire, on connaît le chevalier Gaïa, il faut de sacrifices pour ça. Donc, on peut utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Et si on contrôle par exemple un monstre jeton aventurier, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc bon, comme ça elle est invoquée spécialement, ça ne nous dérange pas sur l'effet de cette carte-là. Et à la fin de la battle phase, si un monstre qui mentionne jeton aventurier a combattu, vous pouvez poser une piège qui mentionne jeton aventurier directement depuis notre deck. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, les cartes jetons aventuriers jouent vraiment bien ensemble. N'arrête pas d'aller chercher les unes les autres. Donc on va pouvoir aller chercher éventuellement le piège de l'archétype que j'ai ouvert, par exemple, la décharge de tonnerre qui porte plutôt bien son nom, et elle nous dit que si on contrôle un jeton aventurier, on peut cibler un monstre que l'on contrôle équipé avec une carte d'équipement qui mentionne jeton aventurier, détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire qui est possible avec une attaque inférieure ou égale au monstre puis vous pouvez équiper une magie d'équipement qui mentionne jeton aventurier depuis votre main ou cimetière à un monstre que vous contrôlez. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt fort parce que comme on a vu, soit on a quand même dans l'archétype une magie d'équipement qui va nous booster notre monstre, en fonction du nombre de monstres de noms différents qu'on a sur le terrain, soit qui va réduire les monstres adverses, donc très facilement, ça fait un ras-board sur le terrain adverse, et nous on est tranquille, hein, c'est mieux qu'un hommage, dans un sens, ça cible que l'adversaire, hein, et ça peut lui éviter de s'installer complètement hein, dans ces loops, hein. Donc c'est quand même une très bonne carte pour aider l'archétype. Après, moi j'ai envie de dire que je pense que ces deux cartes-là sont à mettre dans les staples à réimprimer exprès pour l'archétype. Dans le sens où l'arsenal secret hein, va nous permettre d'envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière et ajouter une magie d'équipement depuis notre deck au cimetière à notre main. Et après on peut pas invoquer, poser normalement le tour où on active cette carte. Mais vu que l'archétype a l'air de vouloir faire de l'aspect, c'est pas forcément grave. Et après on a l'appel de l'arsenal qui nous permet d'ajouter une magie d'équipement depuis notre deck à notre main, puis on peut équiper un monstre approprié que l'on contrôle. Voilà. Donc ça peut nous permettre de mettre en plein tour adverse l'équipement qui va bien pour pouvoir utiliser la décharge au maximum de sa force. Hein. Donc voilà, très rapidement, le petit archétype qu'on a ici nous permet de faire pas mal de belles choses. Donc on le découvrira peut-être par la suite. Alors, par la suite, on va découvrir un nouvel archétype, les exauceurs, avec ici une magie continue, l'exauceur Carpe Divem. Attention, hein, pas de Carpe Diem. Et l'exauceur Armand, comme magie rapide. Donc une magie rapide qui nous permettra de faire une invocation Xyz, et même éventuellement une invocation Xyz pendant le tour adverse, pour pouvoir faire voilà, son invocation Xyz, mais que si notre adversaire a invoqué un monstre qui est invoqué depuis le cimetière. Parce que clairement, les exauceurs, leur truc, c'est de gêner les decks zombies, les decks Burning Abyss, des decks qui en fait vont jouer avec leur cimetière.
Parce que par exemple, le Carpe Diem va nous dire qu'aucun joueur ne peut cibler de monstres exauceurs que l'on contrôle avec les effets de monstres qui ont été invoqués spécialement depuis le cimetière. Voilà. Donc effectivement, les surnaliches vont peut-être pas apprécier cet archétype. Et si on a invoqué un monstre X6 exauceur, on peut déclarer un nom de carte et jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets activés et les effets sur le terrain de la carte de nom d'origine. Donc ça c'est plutôt bien, ça fait une prohibition. Et lorsqu'une carte attaque impliquant votre monstre exauceur est déclarée, vous pouvez cibler une magie piège contre les adversaires, détruisez-la. Voilà, donc ça, déjà rien que de magie, ça montre un petit peu de à quoi s'attendre. Donc après, on va trouver plein de monstres. Enfin, plein de monstres. On va, pour l'instant, découvrir, effectivement, 4 monstres dans cet archétype. Parce que, effectivement, je n'ai pas tout ouvert. Hein, en 10 boosters, je ne pouvais pas. On va avoir une Stella et une Irène pour le main deck, pour l'instant. Qui sont des monstres qui vont nous faciliter, éventuellement, les invocations Xyz de cet archétype. Donc on a par exemple la Stella qui va nous dire que durant notre main phase, on peut invoquer spécialement un monstre exauceur depuis notre main. Puis si on contrôle l'exauceur Hélice, on gagne 800 points de vie. Donc je n'ai pas ouvert Hélice. Mais déjà on peut invoquer spécialement un monstre spécialement en plus pour nous permettre de faciliter les invocations X6 derrière. Et si notre adversaire sort une ou plusieurs cartes de l'un des cimetières, sauf Chep, vous pouvez invoquer spécialement un monstre X6 depuis votre extra deck en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Et ceci est traité comme une invocation X6. Ah, donc ça éventuellement pendant le tour adverse, on peut s'amuser à faire des invocations X6, c'est gratuit. Et la petite Irène nous dit qu'on peut placer une carte exauceur depuis notre main en dessous du deck pour piocher une carte. Et si on contrôle Sophia, on va gagner 800 points de vie. Donc voilà, ça nous fait gagner un peu de points de vie. Et si un autre adversaire sort un ou plusieurs monstres, voilà, pareil encore de les cimetières, on peut invoquer par X6 depuis notre extra deck en utilisant cette carte face recto comme matériel. Voilà, et ceci est traité comme une invocation X6. Après, on a deux Xyz qui vont se protéger l'une au combat, l'autre par les effets des monstres qui seraient venus des cimetières, hein, sont non destructibles au combat, ou alors par effet activé de monstres invoqués par les cimetières, ça dépend de l'une ou l'autre. Il y en a une qui va nous dire que si cette carte a été invoquée par X6 ce tour en utilisant un monstre exauceur comme matériel, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contre les parts adversaires jusqu'à la fin de tour, annuler ses effets. Voilà. Donc les Gibrines, on l'invoque en tour adverse et en plus on annule tout de suite l'effet du monstre qui a été invoqué du cimetière adverse. Donc ça peut être plutôt pratique. Et avec Caspitel, si cette carte est invoquée par X6 en utilisant un monstre exauceur comme matériel, le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières. Voilà. Donc notre adversaire en invoque un de son cimetière, il joue zombie, il invoque un monstre de son cimetière, et après il n'invoque plus de monstres de son cimetière, il n'y a plus de zombies. Voilà, donc c'est plutôt sympathique comme petit archétype. Je dirais que pour venir aider un petit peu l'archétype, bon, on nous a réimprimé éventuellement des castels, parce que ça faisait longtemps éventuellement, pour certains. Et en plus de ça, éventuellement, on pourrait, en fonction de, bah là, j'ai pas tout ouvert, mais peut-être probablement les liens des camarades seraient peut-être appropriés, vu qu'on a quand même la possibilité de faire des X6 en tour adverse. Et donc, du sortir toutes nos exauceurs au maximum dès le premier tour pour pouvoir faire des X6 de façon plus forte. Et dans les reprints que je trouve vraiment très intéressante, vu le format qui revient, c'est l'univers X6, une carte qui a été jouée à une époque, mais qui a fini par ressombrer dans l'oubli, malheureusement. C'est une carte qui nous dit qu'on cible deux monstres X6 face recto sur le terrain avec un grand T majuscule, qui nous permet du coup d'utiliser les monstres adverses dans cette carte, et c'est pour ça qu'elle a été jouée à une époque. On envoie les deux aux monstres au cimetière, puis on invoque spécialement un monstre X6, monstre numéro exclu, depuis notre extra deck, dont le rang est inférieur ou égal à la somme d'origine des deux monstres X6 qui viennent d'être envoyés. Et si on le fait, on lui attache cette carte comme matériel X6, et le reste du tour après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Donc cette carte était jouée à une époque contre des decks Zodiac ou autres qui jouaient des rangs 4 pour pouvoir aller faire des X6-8 avec ces monstres et nous permettre par ce biais de faire du ménage sur son terrain pendant son tour.
Donc c'est quand même pratique, et je pense que cette carte serait tout à fait appropriée dans cet archétype des exauceurs, ou dans n'importe quel de vos decks, si vous avez envie de jouer ça en side, ou même main deck, parce que vous savez que il y a pas mal de Xyz en ce moment qui se baladent. Alors, dans le dernier archétype, le nouveau, enfin dans le dernier archétype qui est imprimé en tant que nouveau, parce qu'il y a encore un dernier archétype derrière, qu'on verra rapidement, on a ici l'archétype PUNK, ou on va dire punk. Même si je suis pas sûr que ça soit très très lié à 77 et la musique rock, mais les punks, donc on va avoir un nouvel archétype qui va jouer sur de la fusion, sur de l'invocation synchro, également de ce que j'ai pu en lire, des cartes que j'ai ouvertes, et qui va nous permettre de jouer aussi sur du psychique. Donc il offre pas mal de choses, et je pense qu'il y a pas mal de reprints qui ont été faites pour le lier à ce deck éventuellement. Donc on a une magie continue, le rythme endiablé, ou la magie continue, Pinkle sauvage. Hein. Donc les deux à chaque fois c'est Gagaku Punk. Voilà. Allez, alors, il y en a une qui nous dit que si notre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs de monstres punk, que vous pouvez cibler une carte contrôlée par un adversaire, détruisez-la. Voilà, ça c'est toujours sympa. C'est un petit peu, bon, tu veux me taper mes cartes, moi je t'en casse aussi. Si cette carte est dans la zone magie, piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres punk que vous contrôlez avec des effets de cartes, et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc ça veut dire que notre adversaire se dirait attends, il va me détruire une carte si je lui en cible une, je vais d'abord lui détruire son rythme endiablé, oui, d'accord, sauf que derrière mes monstres ne seront plus ciblables et destructibles par effet de carte de l'adversaire. Donc ça c'est quand même une très bonne magie continue pour nous aider. De l'autre côté, on a une autre qui nous dit qu'au début de la MFS, si un monstre punk combat, on peut détruire le monstre de l'adversaire. Voilà, ça c'est net, c'est propre, c'est efficace. Et qui nous dit que si cette carte est détruite, nos monstres punk ne pourront pas être détruits au combat. Voilà. Donc il y en a une qui nous protège des effets, l'autre qui nous protège de combat. Un classique, d'avoir toujours les deux solutions. Et là, je trouve que c'est plutôt intimidant éventuellement pour l'adversaire. Alors sur les monstres punk, on va avoir 4 jolis monstres main deck que j'ai déjà ouverts. Donc on a des psychiques synthoniseurs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt sympathique d'avoir ce genre de choses. Je trouve que déjà le premier en rare est très très bien. Il nous permet de payer 600 points de vie pour invoquer par fusion un monstre punk depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel. Bon, ça c'est déjà quand même cool. Et durant le tour de notre adversaire, effet rapide, on peut payer encore 600 points de vie. Et immédiatement après la réussite de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre punk en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Voilà, donc lui, on a envie de l'avoir. J'ai envie de dire qu'on a envie de l'avoir parce que il lance quand même un peu les loops pour aller sortir la fusion, la synchro, ce qui est plutôt pratique. Après, on a le Joruri Punk Madame Araignée. Donc celle-ci, elle a un petit peu plus de style peut-être, hein, elle est jolie, elle est très jolie, mais après, franchement, je trouve que celle-là est vraiment bien, quoi. Après, elle nous permet de payer 500 points de vie pour ajouter une magie piège punk depuis notre deck à notre main. Et on peut activer une carte punk ou un effet punk qui cible, enfin lorsqu'on le fait, qui cible une carte adversaire. Effet rapide, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour, son attaque sera divisée par 2. Donc ça permet, vu que vous voyez, ils ont pas beaucoup de tapes, hein, quand même, hein, 1200, 900, 600, 900, ça tape pas beaucoup. Ça tape pas beaucoup, mais si on divise par 2 les monstres adverses, ça peut peut-être commencer à passer. Après, on a la No Punk The Amin. Vous pouvez payer 600 points de vie, ajouter un monstre punk depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre punk et vous contrôlez, il gagne 600 d'attaque. Donc là, par exemple, si on l'utilisait grâce à lui en fusion, hop, ça fait gagner 600 d'attaque au monstre fusion, par exemple. Et après, on a Gagaku Punk Wagon. Donc, Gagaku, je suppose qu'elle est liée peut-être un peu à ces magies pièges dans le principe. Vu qu'elle nous permet de payer 600 points de vie et ajouter une magie punk depuis notre deck à notre main.
Et lorsque notre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres punk que vous contrôlez, ou lorsqu'un monstre de votre adversaire qui cible avec une attaque, effet rapide, vous pouvez piocher une carte. Voilà. Ça nous permet de refaire un peu de CA. Mais comme vous voyez, effectivement, ils peuvent faire des choses en tour adverse pendant leur tour. Donc les punks peuvent être amusants. Ils sont très colorés. Il faudra voir un petit peu. Faudra que je rouvre un petit peu de booster peut-être pour monter ce deck. Et derrière, on a encore deux jolis petites pièges dans l'archétype avant la fusion qui nous permettent, alors la Joruri Punk Dangereuse Kabu nous permet de cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, puis si vous contrôlez un monstre Punk, gagnez des LP égaux à l'attaque d'origine du monstre ciblé. Voilà. Ça nous permet de regagner un peu les points de vie qu'on paye de l'autre côté. Et celle-ci va nous permettre de détruire une carte posée de l'adversaire ou une carte face recto si on contrôle un monstre punk sur notre terrain. Donc une petite disrupt plutôt pratique, plutôt efficace. Et derrière, on a le fameux fusion. Un fusion poisson 2006 qui nous permet de sacrifier cette carte invoquée par fusion pour invoquer spécialement deux max monstres punk de noms différents, l'un de l'autre de niveau 8 exclu depuis notre main et ou deck en position de défense. Voilà, donc quand on en a marre de lui, on le swap, on envoie d'autres choses et on continue, par exemple. Et si vous avez invoqué par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel, vous pouvez cibler un monstre punk que vous contrôlez. Durant chaque battle phase, ce tour, il peut faire une seconde attaque. Voilà. Donc si lui on l'utilise pour faire une synchro, et la synchro pourra taper 2 fois. Donc c'est quand même plutôt pratique. Un bon fusion, même si je pense que il doit y avoir d'autres fusions, hein, il ne doit pas y avoir que lui en fusion, et je n'ai pas encore ouvert le monstre synchro pour aller plus loin, mais bon, ça donne déjà quand même une belle vision de comment pourrait fonctionner cet archétype si il vous intéresse à la maison, hein, j'espère. Dans les réimpressions, clairement, pour l'archétype, hein, le téléporteur d'urgence, ils sont tous psychiques niveau 3, donc ça a l'air quand même vachement cool, sachant qu'en plus on vous l'a débanni juste pour l'occasion, donc effectivement le téléporteur qui va être x3, ça faisait longtemps, ça faisait bien quelques années, et c'est très amusant parce qu'effectivement dans les decks que j'avais vraiment envie de vous représenter, il y a Cosmo. Cosmo, ça fait des années que je joue plus téléporteur en x3, donc effectivement ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir téléporteur x3, et puis même pour ceux qui voudraient jouer des Ghost-Ogre, le téléporteur x3 c'est toujours une bonne chose, donc soyez contents. Donc là, on a retrouvé un petit psychique et éventuellement un Risbel, l'expert en étoile, donc qui nous permet d'être un psychique qui change éventuellement un monstre en lui augmentant de son niveau de 3. Donc ça peut être utilisable. C'est pas forcément celui que je vais mettre en priorité dans les reprints qu'ils ont fait. Clairement, je pense que on va voir que on a quand même quelques trackers et manirques psychiques qui m'ont l'air tout à fait comment dire, utile, parce que c'est pareil, c'est de très bonne reprint d'avoir remis celle-ci, parce qu'elles vont être clairement des extenders à cet archétype pour avoir plus de synthoniseurs, plus de monstres sur le terrain facilement, parce que ça invoque spécialement si on contrôle des monstres de niveau 3. Donc du coup ça va nous permettre d'avoir du matériel, voilà, du matériel pas forcément pour faire la fusion, mais peut-être pour faire les synchros derrière de l'archétype, ou invoquer plus de choses encore, qui seraient même hors de l'archétype, mais nous permettre de tricher un petit peu sur le fait que c'est des niveaux 3 dans ces archétypes. Donc des niveaux 3 de terre, ça peut passer. Et la dernière carte qui, à mon sens, a été reprint pour ça aussi, ça va être le petit hymne du monde virtuel Newman, parce que c'est un psychique, c'est pareil, qui peut être invoqué si on contrôle du niveau 3, qui va nous permettre du coup d'avoir de l'extend. Voilà. Donc j'espère que cette petite archétype punk vous plaît. Moi je trouve qu'il a l'air assez sympa, j'ai envie d'aller voir ce qu'il vaut. Clairement, là, dans les archétypes que je vous ai rencontrés, c'est un de ceux qui m'intéresse, avec éventuellement le jeton aventurier qui a l'air un peu rigolo. Peut-être moins les exauceurs, peut-être, de mon côté. Mais celui-là, je vais m'y intéresser. Et on va faire peut-être un petit deck punk à l'avenir. Pour finir, on a un archétype qui est clairement, là, juste de la réimpression. Qui est clairement une réimpression, mais
c'est pas forcément grave. C'est un archétype que je sais que beaucoup de gens m'ont plein de fois demandé en vidéo. Donc là, comme vous voyez, on a récupéré des cartes pour faire un deck Insector. Effectivement, c'est un deck insecte qui a été extrêmement apprécié en son époque. C'est une époque où j'avais fait une pause sur Yu-Gi-Oh! Donc je ne l'ai pas du tout connu en jeu. Mais effectivement, à force qu'on m'en parle, qu'on m'en demande, je vais finir par m'y intéresser, même si moi, en tant que joueur d'insectes, je suis plus crawler. Crawler m'a vraiment plu. Mais je pense que je vais quand même me réintéresser à Insector et vous le présenter pour vous aussi à la maison, quoi. Donc là, je reviens pas plus sur les effets parce que je pense qu'on va faire un deck profile un jour, un secteur directement, donc ça sera beaucoup plus intéressant d'y revenir à ce moment-là, vu que c'est un archétype que vous connaissez peut-être déjà. Alors, pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, le fait que je l'ai découpé ainsi, et que ça ne vous dérange pas par rapport à l'opening des boosters eux-mêmes. Sinon, effectivement, ça demanderait de faire une vidéo opening, une vidéo explication, ou une vidéo opening et explication très longue comme vous en avez l'habitude. Donc, je vais pas faire ce choix-là aujourd'hui, dites-moi si ça vous convient, quand même. Et on se retrouve prochainement parce que on m'a dit qu'il y avait une belle édition qui sort pour mon anniversaire, enfin au niveau de mon anniversaire, ça sera les AP. Donc je vais essayer de faire une petite AP moi de mon côté, et puis essayer de faire quelques petites vidéos de match, un peu avec juste les cartes qui seraient sorties du booster, juste pour jouer avec quelques amis. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine et j'espère que ça vous plaira. En tout cas aussi merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur ma vidéo, ma première vidéo de l'année, pour essayer de voir avec vous ce que vous voulez pour la suite. Donc j'ai bien pris en compte vos commentaires. Donc clairement ce qui pour l'instant s'en dégage, c'est effectivement une volonté sur quand même rester sur du fun, que je puisse continuer à vous présenter quelque chose de fun, suivant des archétypes peut-être un peu non joués principalement, mais qui pourraient peut-être vous intéresser pour faire des parties amusantes, pas forcément toujours rivaliser contre le méta, mais au moins prendre plaisir à jouer, parce que c'est le principal. Je verrai, parce que j'ai eu quelques demandes aussi pour effectivement montrer un petit peu en méta. Moi je vous montrais effectivement que la majorité de mes decks, il y a toujours moyen de le monter de différentes façons, la façon où effectivement vous allez jouer, comme je dis souvent, avec la base actuelle qui est de vouloir jouer plein d'end-trap pour essayer de contrôler les plays adverses et éviter qu'ils se fassent un full board, ou il y a toujours d'autres manières de jouer aussi en rogue, en quelque chose qui va être inattendu, des decks qui peuvent être au second tour, par exemple, et qui peuvent permettre des fois de revenir sur des gros boards et nous permettre de s'amuser tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment toujours tout ce que j'ai à cœur. Donc on verra ça donc pour les decks méta un petit peu. Pareil, je sais qu'on va me parler éventuellement de collection, d'investissement de collection. Ça, je ne vais pas vous être un spécialiste parce que en fait, moi depuis toujours, ça fait plus de 20 ans que je joue à des TCG. Je ne joue pas qu'à Yu-Gi-Oh! J'ai commencé avec un autre TCG, son grand frère, mais pour le coup avec mes grands frères, qui est sorti avant Yu-Gi-Oh! Effectivement, par habitude, moi j'ai toujours adoré jouer avec ce que j'avais en fait. Essayer d'abord jouer avec ce que j'avais et de temps en temps de faire un échange ou deux, vraiment parce que ça me plairait dans l'optimisation, mais la majorité du temps, je joue avec ce que j'ouvre. Donc effectivement, vu que j'ai des habitudes de prendre une boîte d'une sortie, en général avec une boîte, j'arrive toujours à me débrouiller pour bouiter quelque chose, et même s'il y a des cartes que je n'ai que x1 et pas x3, ou il y en a que j'ai des x2, pas x3, et ce n'est pas grave, je compense autrement, et ce qui nous permet, ce qui me permet effectivement d'avoir peut-être ce talent, de deck builder, de justement me dire qu'effectivement, j'ai pas toutes les cartes, mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen de passer avec d'autres stratégies, d'ouvrir effectivement des fois des combos que quand on joue en x3, et vu qu'on va pas jouer une petite carte qui serait un peu plus poubelle dans le principe, effectivement, il y a une combo qu'on n'aura pas dans la version x3. Mais il y a une combo qu'on aura supplémentaire qui peut être surprenante, qui peut déstabiliser un adversaire et nous permettre de passer, ou aussi nous permettre de passer parce que c'est une combo qui au contraire justement passe sur les versions x3 du deck. Voilà, donc c'est pour ça que au niveau de l'investissement et tout ça,
comprenez que moi voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous montrer vraiment ma façon de construire des decks depuis le départ, effectivement de jouer avec les boîtes, parce que rien que déjà avec une boîte, en général, on arrive à faire beaucoup de belles choses sans avoir besoin d'aller aller racheter la même carte de l'édition, parce que je vous rappelle que vous avez plein d'éditions précédentes qui sont sorties, et c'est pas parce qu'il y a une nouvelle sortie que faut forcément toujours oublier les V4 qui font toujours la confiture, quoi. Enfin, hein, donc voilà, donc du coup, j'espère que voilà, ça vous plaira un petit peu ce qui viendra par la suite. Je vais essayer, voilà, donc du coup, de réfléchir voilà, à une base de deck, en vidéo, où je pense qu'on partira sur essayer de vous présenter deux de mes decks, et faire des petits matchs voilà, avec certains de mes decks justement que je vais vous présenter, et vous présenter des choses que vous pouvez monter tranquillement à la maison, qui ne sont pas forcément toujours opti pour aller en double sécu, enfin qui sont clairement pas forcément faites pour aller en double sécu, à part pour les tables un peu fun, parce qu'il y a toujours des joueurs qui vont jouer des cartes peut-être un petit peu plus fortes pour la même chose. Moi, ça me laisse toujours au moins des matchs fun, de l'aléatoire, et de découvrir chaque partie un petit peu nouvellement et pas toujours avoir l'impression de jouer la même chose. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, moi, en fait. C'est d'avoir l'impression de jouer toujours la même chose. Parce que sinon, je m'ennuie, en fait. Voilà, c'est bête, mais à mon sens, moi, je m'ennuie. Donc j'ai envie voilà, d'offrir plus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai refait encore un bon bout de bavassage là, mais ça sera un bavassage qui intéressera peut-être ceux qui y vont jusqu'au bout de la vidéo. Et donc du coup, on se retrouve normalement la semaine prochaine, et d'ici là, je vous souhaite de bons duels.